Bonjour à tout le monde. Comme convenu, on avait rendez-vous à 16 h pour parler de notre thème qui porte sur la segmentation, le ciblage et le positionnement. Alors là, si Lai Bambasek est là, il peut nous faire signe pour qu'on puisse commencer le travail. Je ne sais pas si Ok, il y a la caméra qui va. Ok. Bon, en attendant, on va essayer de mettre un peu de l'ambiance sur le truc là. Bon, ok, là je... Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe pour que je puisse le voir. Ok, merci Khalifa Diaby, le grand professeur. Je vois aussi que Kao Tcherno est là, Papi Sissoko, ainsi de suite. Voilà, merci Abi Diallo, merci beaucoup. Alors, monsieur Lai Bambasek, si vous êtes là, on attend que votre signal pour commencer le travail. Ok, je crois qu'on a l'aval de M. Moudi Tabakan, même si Lai Bamba n'est pas là, donc on peut déjà commencer le direct, vu que l'heure qui avait été donnée la dernière fois, c'était 16 h. Donc il est déjà 16h06, donc on peut commencer le travail. Alors, avant de commencer le travail, j'aimerais bien sûr remercier Lai Bambasek qui m'a permis de... Voilà, qui m'a fait une invitation pour faire une présentation sur la page Marketing TV Monde, et je salue aussi tous les abonnés de la page, et voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui qui porte sur la segmentation, le ciblage et le positionnement. Mais avant cela, on va essayer de faire un petit rappel sur les choses qui concernent le marketing pour pouvoir mieux comprendre notre thème, puisque c'est un thème qui est très important dans la démarche marketing. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le dis souvent aux étudiants, que le marketing, c'est une fonction dans l'entreprise. Une fonction comme la comptabilité, comme les ressources humaines ou encore la finance. C'est une fonction très importante, et cette fonction fait appel à ce qu'on appelle une démarche, c'est-à-dire un ensemble d'étapes que l'on suit, parce qu'il ne faut pas oublier que
le marketing, ce n'est pas uniquement la vente. En général, je débute le cours en classe et que je demande aux étudiants, beaucoup vous disent oui. Quand vous dites qu'est-ce que vous pensez du marketing, ils disent oui, c'est la vente, et ainsi de suite. Alors que le marketing va au-delà de la vente. La vente n'est qu'une partie visible du marketing. Il y a tout un travail qui est derrière là. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit rappel sur cette démarche marketing qui passe par plusieurs étapes depuis les études de marché et ainsi de suite. Donc là, on va essayer de faire un petit rappel de cette démarche pour permettre de comprendre le thème qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, généralement, la démarche marketing comprend 4 phases. Et ces phases aussi peuvent être regroupées en 2 grandes phases. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une première phase qu'on appelle la phase de réflexion et ensuite il y a la phase d'action. C'est-à-dire qu'en marketing, il faut d'abord réfléchir et ensuite agir. Et non faire l'inverse, c'est-à-dire j'agis, ensuite je réfléchis. C'est comme cet élève qui en classe, lorsque le prof pose une question et qu'il lève la main, ensuite il essaie de réfléchir à la question pour essayer de répondre. Ça n'a pas de sens, c'est pas bon. Donc du coup, ce qu'il faut faire, ce qui est mieux, c'est d'abord de réfléchir et ensuite essayer d'agir. Alors donc, dans cette démarche, la première étape, bien sûr, consiste à faire le marketing d'études. C'est-à-dire qu'il faut faire une étude de marché pour comprendre les besoins du consommateur, et ainsi de suite les distributeurs. Et El Hadji Ibrahim Magnan, professeur, il a parlé de ça dans une de ses vidéos. Il a parlé de l'étude de marché, c'est-à-dire qu'il peut porter sur le micro-environnement, le macro-environnement, ainsi de suite. On peut étudier les clients, les distributeurs, les fournisseurs, ainsi de suite. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Donc c'est la première étape de la démarche marketing qui consiste à faire l'étude, essayer de comprendre le marché dans sa globalité. Et une fois qu'on aura terminé de faire cette étude-là, il faut maintenant qu'on essaye de voir sur ce marché-là, quels sont les clients auxquels on voudrait s'adresser. Et alors à partir de là, on doit mettre en place une démarche en 3 temps. Cette démarche consiste à faire quoi? D'abord, on va procéder à une segmentation du marché et ensuite on va faire ce qu'on appelle un ciblage et enfin maintenant on va faire un positionnement. Et c'est aujourd'hui notre thème qu'on va essayer de développer tout à l'heure. Et une fois qu'on aura segmenté le marché, fait un choix et choisi le positionnement qu'on voudrait avoir sur le marché, il faut maintenant concevoir une offre qui permet de répondre aux besoins des clients qui ont été ciblés. Donc c'est à partir de là qu'on commence la troisième étape de la démarche, c'est-à-dire l'opérationnalisation ou bien la mise en œuvre. Il faut concevoir une offre, c'est-à-dire un produit. Il faut fixer un prix à ce produit. Il faut choisir comment je vais faire parvenir cette offre au consommateur, c'est-à-dire la distribution. Et il faut aussi choisir comment on va faire pour informer les clients de la présence de votre produit sur le marché. Donc ça, c'est la troisième étape. Et bien sûr, la dernière étape, elle consiste à faire une vérification pour voir est-ce que, comment dirais-je, les objectifs que vous avez fixés au début correspondent aux réalisations sur le terrain. Et maintenant, essayez de mettre en place des actions correctrices s'il y a lieu de les faire, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la démarche marketing et c'est ce qu'on suit. Alors, aujourd'hui, nous, on va parler de la segmentation, du ciblage et du positionnement, qui est un thème très très important dans la mesure où on ne peut pas concevoir une offre sans tenir compte des besoins des consommateurs. On a dépassé cette étape, donc la conception de l'offre part du marché, c'est-à-dire du besoin des clients. Alors, et il faut comprendre que dans le marché maintenant, il y a plusieurs personnes, il y a des milliers d'individus dans un marché et ces personnes ont des besoins différents, des motivations différentes, des goûts qui sont différents. Et une entreprise également ne pourrait pas satisfaire en tout cas tout le monde à la fois. Ça va être un peu difficile de satisfaire tout le monde. Alors ce qu'il y a lieu de faire dans cette situation, c'est quoi? C'est essayer de voir maintenant ceux sur lesquels on peut essayer de concevoir une offre pour essayer de les satisfaire. Et cela consiste à faire quoi? À faire une segmentation du marché et ensuite à choisir dans cette segmentation-là, on porte son choix sur les segments qu'on voudrait les satisfaire et à partir de là, on conçoit une offre pour essayer de les satisfaire. Alors, pour faire pour traiter ce thème, on va essayer de le faire en 3 temps.
Alors, dans une première partie, nous parlerons de la segmentation et on parlera bien sûr c'est quoi une segmentation, quel est l'intérêt pour votre organisation de faire une segmentation du marché. Ensuite, parlerons des variables que l'on utilise pour segmenter un marché, c'est-à-dire comment est-ce que le marché est segmenté, comment on peut le faire. Et ensuite, comment est-ce qu'on pourrait savoir que notre segmentation qu'on vient de faire, c'est-à-dire le découpage du marché qu'on a fait, si c'est bon ou bien si ce n'est pas bon. Donc on verra aussi ça dans cette partie-là. Dans une deuxième partie, bien sûr, on parlera du ciblage et pour enfin terminer par le positionnement qui est la troisième étape du travail. Alors, quand on parle de segmentation, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, on va juste dire que segmenter un marché, c'est quoi? C'est le fait de regrouper des individus qui ont des besoins à peu près homogènes à l'aide de quoi? De variables, c'est-à-dire de critères qu'on utilise pour regrouper des individus qui ont des besoins similaires. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de faire cela? Il faut se poser cette question. Alors, d'abord, le premier intérêt pour l'entreprise, c'est quoi? C'est d'abord de faire une offre qui correspond au mieux aux besoins des consommateurs. Ça, c'est le premier intérêt. Ensuite, un deuxième intérêt de segmenter le marché, c'est quoi? C'est éviter de faire une dispersion des efforts marketing de l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque vous ne segmentez pas le marché et que vous vous attaquez à plusieurs segments du marché, vous risquez de ne pas bien faire les choses, c'est-à-dire de faire une dispersion de vos efforts. Vous êtes dans tel segment, dans tel autre segment, donc vous ne savez pas du tout ce qu'il faut faire, ça risque d'aboutir à un gaspillage. Donc du coup, il faut faire une segmentation pour mieux savoir ce à qui on s'adresse et ensuite ce qu'on doit leur offrir. Donc l'intérêt de la segmentation, je reviens sur ça, c'est faire quoi? C'est de faire des produits qui sont adaptés aux besoins des consommateurs, mais également éviter à l'entreprise de faire une dispersion de ses efforts en termes de marketing, c'est-à-dire le marketing mixte, tout ce qui est prix, distribution, communication, pour ne pas voilà, faire une dispersion de tout ça. Alors, une fois maintenant que on fait cette segmentation du marché, c'est-à-dire qu'on fait le découpage du marché en sous-ensembles homogènes. Lorsqu'on fait le découpage en utilisant les critères, on utilise des critères, et ces critères donnent lieu à des groupes, c'est-à-dire des petits groupes qu'on appelle des segments. C'est-à-dire lorsqu'on regroupe les consommateurs par groupe homogène, on obtient ce qu'on appelle des groupes issus qui sont des segments. Et à chaque segment maintenant, l'entreprise peut faire une offre qui est adaptée à son besoin. Alors là, pour expliquer ça, j'ai essayé de faire un schéma pour que vous puissiez le voir là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que pour moi, ici, c'est à l'inverse. Donc, peut-être c'est le fait que je fais le direct. Mais si vous voyez ici, j'ai ici un marché qui n'a pas encore été segmenté. Donc là, ce sont les groupes de consommateurs, d'accord, c'est-à-dire qui ont des besoins différents. Il y a ici, par exemple, ceux-là besoin M, il y a B, il y a S, ainsi de suite. Donc ça, c'est un marché qui n'est pas encore segmenté. C'est-à-dire qu'il est là, les consommateurs sont à l'intérieur. Alors, lorsqu'on doit segmenter ce marché, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit maintenant essayer de regrouper tous les consommateurs qui ont des besoins qui se ressemblent, qui ont des caractéristiques communes. On essaie de les regrouper. Et si on fait ce regroupement, comment ça se fait? Alors, le résultat qu'on obtient, c'est ça. Donc là, de l'autre côté, c'était un marché qui n'était pas du tout segmenté, c'est-à-dire qu'on n'avait pas regroupé les consommateurs. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai regroupé les individus qui se ressemblent. Donc ici, il y a les M, vous voyez, qui se ressemblent. Ici aussi, il y a les B et ici, il y a les C. Donc j'obtiens un marché qui est segmenté. Maintenant, quels sont les critères qu'on utilise pour avoir ces groupes de segments? C'est-à-dire ici, chaque groupe obtenu à ce niveau est un segment. Par exemple, on a un segment M, un segment B et un segment S. Donc, ça c'est le résultat de la segmentation. Maintenant, à chaque groupe, une entreprise peut faire une offre adaptée, puisque ayant des besoins qui sont différents. Donc, voilà un peu le résultat d'une segmentation. Alors, maintenant, comment cette segmentation se fait? C'est ce qu'on va voir. Alors, on utilise des critères. C'est-à-dire, on va utiliser des variables qui vont permettre
à l'entreprise de regrouper les consommateurs par groupe homogène. Comment ça se fait? Il y a généralement 4 variables qui sont utilisées pour regrouper les consommateurs en groupe. Et bien sûr, ça, c'est la segmentation B2C, c'est-à-dire la segmentation des consommateurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une entreprise peut avoir client, une autre entreprise. Dans ce cas, on parlera de B2B, c'est-à-dire le client de l'entreprise est une autre entreprise. Mais la segmentation dont je vous parle, c'est la segmentation de l'entreprise vers les consommateurs, c'est-à-dire de l'entreprise vers les clients particuliers. Alors pour le faire, on peut utiliser ce qu'on appelle les variables d'identification. Et ces variables d'identification regroupent ce qu'on appelle les variables démographiques, c'est-à-dire l'âge de la personne peut être utilisé comme critère pour regrouper les individus. Par exemple, si on prend l'âge, on peut regrouper les individus. On a les enfants, par exemple les jeunes et les adultes. Ensuite, on peut utiliser le genre. Le genre, on a par exemple le sexe masculin ou le sexe féminin. Alors quelqu'un qui est par exemple qui évolue par exemple, qui fait de la couture, alors peut segmenter son marché par exemple en fonction du genre. Il y a des tenues pour les femmes et il y a des tenues pour les hommes. Donc là, c'est une segmentation qui a été faite en fonction du genre. Donc il y a d'autres critères aussi toujours au niveau démographique qu'on peut utiliser pour faire la segmentation du marché. Mais retenez juste qu'on regroupe les individus ayant des besoins qui sont similaires. Donc ici, si on prend l'âge, on peut avoir les enfants, les adultes, on peut avoir la taille, on peut avoir, comment dirais-je, le sexe, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres variables qu'on peut prendre en compte comme les variables socio-économiques, toujours dans les variables d'identification. Alors, ces variables socio-économiques, par exemple, on peut avoir le revenu d'un individu peut être utilisé comme critère de segmentation du marché. On peut utiliser aussi la catégorie socio-professionnelle de l'individu pour essayer de faire une segmentation du marché. Alors, il est possible maintenant que l'entreprise puisse faire, comment dirais-je, utiliser par exemple un critère simultanément un critère démographique et en même temps un critère de revenu. C'est comme si l'entreprise fait, par exemple, une segmentation. Je produis des chaussures, par exemple. Je suis une entreprise qui est, ou bien quelqu'un, même si ce n'est pas une entreprise, peut-être quelqu'un qui est dans l'informel. Je suis au niveau de Ngaï, par exemple. Je produis des chaussures. Alors, je pourrais segmenter le marché en faisant quoi? En utilisant, par exemple, le sexe, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Et ensuite, je mets un autre critère qui est le revenu. Donc, du coup, je peux faire des chaussures pour les femmes et je peux faire des chaussures pour les hommes. Ça, c'est un premier critère qui est utilisé pour la segmentation. Ensuite, le deuxième critère qui est le revenu, je peux faire des chaussures bas de gamme et des chaussures haut de gamme. Donc, c'est-à-dire, il y aura quoi? Des chaussures pour les femmes bas de gamme, des chaussures pour les hommes bas de gamme aussi, mais aussi des chaussures pour les femmes haut de gamme et des chaussures pour les femmes aussi bas de gamme. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est une segmentation multicritère parce qu'on a utilisé 2 critères pour faire la segmentation du marché. Ça, le premier critère, donc retenez que c'est quoi? Ce sont les critères d'identification, c'est-à-dire les critères démographiques et les critères socio-économiques. Alors, un deuxième critère qu'on pourrait utiliser aussi, c'est le critère géographique. C'est-à-dire, on peut prendre là-bas le lieu d'habitation. Le climat peut être un critère de segmentation du marché. Par exemple, lorsqu'on est dans une zone où, par exemple, il fait très froid, donc du coup, les individus, le besoin commun que ces individus ont, c'est quoi? C'est de se réchauffer. Donc, quelqu'un qui est dans l'habillement, qu'est-ce que cette personne pourrait faire? C'est de proposer des habits qui vont leur permettre de se protéger du froid. Parce que dans cette partie, il fait très froid. On peut être aussi dans une partie où il fait très chaud. Donc, du coup, porter des habits qui sont, comment dirais-je, qui sont lourds n'arrange pas les individus. Donc, il faudra faire des habits qui pourront permettre à ces personnes qui sont dans cette zone-là aussi de satisfaire leurs besoins. Il y a aussi, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le lieu, par exemple, comment dire, déjà, qu'on soit en milieu urbain ou bien en milieu rural. Par exemple, une entreprise qui fabrique des voitures pourrait fabriquer des voitures pour la ville, mais il y a également des voitures qui sont faites pour la campagne, c'est-à-dire qui peuvent aller dans certaines parties qui sont accidentées parce que les routes ne sont pas aussi accessibles qu'en ville. Donc du coup, on pourrait faire aussi une production en fonction de ça. Donc là, ça c'est les critères géographiques. Ensuite,
Troisième critère qu'on pourrait utiliser toujours pour segmenter le marché, c'est quoi? C'est le critère psychographique. Ici, c'est de faire une liaison entre le style de vie des individus, les valeurs qui leur sont propres, leurs opinions, pour faire une segmentation du marché. Alors, si vous regardez par exemple le style vestimentaire des rappeurs, je donne un exemple, ils s'habillent en général avec par exemple, de grands boubous, des pantalons qui sont grands et aussi de grosses montres, de très belles montres. Et si on regarde ici au Sénégal, les lutteurs ont pratiquement le même style vestimentaire. Donc si on doit les regrouper, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont à peu près le même style. Donc, alors si on essaie de voir par exemple les valeurs qui sont propres aux individus, il y a des personnes qui par exemple sont des végétariens, qui ne mangent pas par exemple de la viande. Et donc du coup, ces personnes ont des valeurs qui leur sont propres, c'est-à-dire que voilà, c'est ça que nous défendons et ce sont les valeurs qui nous sont propres. Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau, les entreprises par exemple pourraient se dire que ah, ça c'est un segment intéressant. Donc il y a dans le marché des individus qui ne consomment pas tel ou tel produit. Donc essayons de faire des produits qui sont adaptés à leurs besoins, qui permettent de leur satisfaire. Et donc du coup là aussi, c'est un segment qui est possible. Alors, quatrième critère de segmentation qu'on peut utiliser, c'est le critère comportemental. Les critères comportementaux, pardon. Et dans ces critères, on a ce qu'on appelle l'avantage recherché, c'est-à-dire ce que l'individu recherche à travers l'achat et l'utilisation du produit. Une femme qui voudrait par exemple avoir un teint clair va avoir besoin d'un produit qui lui permet d'éclaircir sa peau. Mais toutes les femmes ne veulent pas avoir un teint clair. Il y en a qui veulent conserver leur teint, donc du coup on peut concevoir aussi des produits pour ceux-là qui veulent maintenir leur teint. Donc il y aura un groupe de femmes qui voudraient, elles, avoir un teint clair, ce sera un produit qui sera conçu pour eux. Il y aura un groupe de femmes qui voudraient maintenir leur teint, il y aura des produits qui seront conçus pour eux, donc ça va être un autre segment. Toujours dans les critères comportementaux aussi, on peut avoir par exemple, si vous prenez les pâtes dentifrice, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes dentaires. Il y a d'autres peut-être qui voudraient blanchir leurs dents. Il y a d'autres qui voudraient lutter contre la mauvaise haleine, il y a d'autres qui voudraient lutter contre les caries. Donc il y a autant de besoins qu'on peut utiliser pour segmenter et faire une offre adaptée à chacun des segments à ce niveau aussi. Alors on peut toujours utiliser ce qu'on appelle la sensibilité par rapport au prix, la fidélité. Alors la sensibilité par rapport au prix, il y a des personnes dans le marché qui sont ont plus besoin d'avoir des produits qui ne sont pas très cher et d'autres veulent avoir des produits peut-être, voilà, ils aiment acheter des produits qui ont un prix élevé, aiment se glorifier de ça, le produit que je viens d'acheter, ça coûte comme ça, c'est cher, ainsi de suite. Donc c'est aussi un critère qui peut être utilisé pour segmenter le marché. Donc pour revenir un peu, parce que c'est pas tellement, je crois que je parle pas très vite, alors je vais essayer de revenir un peu sur les critères pour permettre aux gens de pouvoir un peu saisir les choses. Alors j'ai dit que pour segmenter un marché, on utilise 4 critères. On peut utiliser 4 critères de segmentation, c'est-à-dire de regrouper les consommateurs en fonction des comportements ou bien des besoins qui sont identiques. D'accord. Premier critère qu'on a dit, ce sont les critères d'identification dans lesquels on retrouve les critères démographiques et les critères socio-économiques. Et en général, ce sont les critères qui sont les plus utilisés dans la segmentation d'un marché. Ensuite, on peut avoir le critère géographique, le lieu d'habitation, le climat, ainsi de suite, qui peuvent être des critères qui sont utilisés. Il y a les critères psychographiques, c'est-à-dire c'est le style de vie de l'individu, les valeurs qui lui sont propres, ses opinions. Et enfin, nous avons les critères comportementaux, à travers l'avantage que l'individu recherche à l'utilisation du produit. Par exemple, quelqu'un qui voudrait acheter une voiture, une autre personne peut dire que je voudrais avoir une voiture qui ne consomme pas beaucoup par exemple, de carburant. Parce que l'avantage qu'il recherche, c'est une voiture économique. Une autre personne peut-être voudrait avoir une voiture qui roule beaucoup plus vite parce que c'est quelqu'un qui est peut-être adepte, qui aime la vitesse, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est un groupe de consommateurs qu'on pourrait avoir. Donc il y a ces 4 critères qu'on pourrait utiliser pour segmenter un marché. Alors maintenant, on va essayer de voir si on utilise ces 4 critères, c'est-à-dire
vous utilisez l'un de ces quatre critères, pour segmenter votre marché. Alors, vous allez essayer de voir maintenant, est-ce que la segmentation que vous avez effectuée, elle est bonne ou non? C'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'une bonne segmentation. Alors, une bonne segmentation, elle doit être pertinente. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque vous segmentez le marché, vous devez pouvoir distinguer les différents groupes qui composent le marché. Sinon, si on n'arrive pas à faire la distinction entre les groupes que vous avez mis en évidence à travers les critères de segmentation que vous avez mis en évidence, en ce moment, on peut dire que vous n'avez pas fait une bonne segmentation. Un exemple, si un fabricant de voitures venait à dire que je vais segmenter mon marché en utilisant par exemple le critère de la religion des individus pour segmenter le marché, on ne pourrait pas faire la distinction entre les différents segments du marché. Alors, si je m'explique, si vous dites je vais segmenter en fonction de la religion. Alors, les religions, par exemple, monothéistes qui existent, on a l'islam, on a le christianisme et on a le judaïsme. Alors, est-ce qu'il y a une voiture spécifique pour les musulmans et une voiture spécifique pour les chrétiens ou une voiture spécifique pour les juifs? Non. Donc, en ce moment, on ne pourrait pas voir la différence entre les différents segments. Donc, en ce moment, ce critère n'est pas adapté dans la segmentation du marché des voitures. Mais ce critère pourrait être valable dans un autre marché, c'est-à-dire pour d'autres produits. Si on prend le domaine de la restauration, le critère de la religion peut être un critère de segmentation pour faire une offre. Parce qu'en ce moment, il y a des produits que les musulmans ne consomment pas, et ainsi de suite. Donc là, en ce moment, on pourrait faire une segmentation, faire une offre adaptée à chacun des segments. Alors, le critère qui serait bien pour segmenter le marché, par exemple, des voitures, c'est d'utiliser par exemple le critère du revenu, le critère par exemple de la taille de la famille. Par exemple, il y a des voitures familiales pour des couples qui ont par exemple 2 enfants, 3 enfants, et ainsi de suite. Donc ça serait mieux adapté pour le marché des voitures. Le revenu peut être utilisé comme critère de segmentation, mais utiliser la religion comme critère de segmentation du marché des voitures ne serait pas très pertinent, et donc à ce moment la segmentation elle sera qualifiée de mauvaise. Donc premier critère d'une bonne segmentation, c'est quoi? C'est la pertinence. Deuxième critère, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Lorsque vous segmentez un marché, les groupes que vous mettez en évidence doivent pouvoir accéder à votre offre sans des efforts démesurés. C'est-à-dire que vous devez choisir un moyen de faire parvenir votre produit aux consommateurs sans que eux qu'ils aient à faire des efforts qui sont démesurés. Donc vous utilisez les critères de segmentation, vous mettez en évidence vos segments, vous devez pouvoir choisir le moyen de faire parvenir votre offre à votre consommateur pour qu'il puisse les accéder à vos clients futurs potentiels. Donc ça, deuxième critère, c'est quoi? C'est l'accessibilité. Ensuite, on peut ajouter à cela l'exploitabilité. C'est déjà lié parce que si ce n'est pas accessible, ça ne pourrait pas être exploitable. Et troisième critère qu'on pourrait ajouter, c'est la rentabilité. Si vous faites une segmentation de marché et que vous vous rendez compte que ce que vous avez à mettre, c'est-à-dire les efforts que vous allez fournir pour la satisfaction des besoins de ces personnes, et sera supérieur à ce que vous allez en tirer, donc à ce moment, ce n'est pas bien. Donc il faudrait que ce que vous allez tirer du marché, c'est-à-dire de ces clients, soit supérieur à l'effort que vous allez fournir pour les satisfaire, pour que vous puissiez dire que la segmentation, ça marche bien. Et dernier critère qu'on pourrait ajouter à cela, c'est un critère qu'on appelle c'est-à-dire que les segments doivent pouvoir être mesurables. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une idée des segments de consommateurs qu'on a pour essayer, par exemple, de faire une prévision des ventes futures. Donc, je reviens un peu en arrière sur les caractéristiques d'une bonne segmentation. Premièrement, il y a la pertinence, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de différencier les différents segments qu'on a mis en évidence à travers les critères. Que les segments doivent être accessibles et exploitables. Troisièmement, les segments doivent être rentables pour l'entreprise. Parce que même si l'objectif du marketing est la recherche d'une satisfaction pour le client, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi cet objectif de
d'apporter aussi de la rentabilité à l'entreprise, une croissance à l'entreprise. Donc si vous ne pouvez pas rentabiliser vos segments, ça veut dire que c'est une segmentation qui n'est pas du tout bonne. Et enfin, vous devez pouvoir mesurer ou bien avoir une idée du nombre de votre clientèle. Donc voilà un peu les caractéristiques d'une segmentation. Donc, à partir de, une fois qu'on fait, comment dirais-je, cette segmentation, ça c'est la segmentation que l'on effectue sur le marché, d'accord, c'est-à-dire sur le marché, c'est-à-dire les clients potentiels, parce que c'est des personnes qui n'achètent pas forcément actuellement les produits de l'entreprise. Alors, une fois, on peut faire aussi d'autres segmentations maintenant des clients de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui achètent les produits de l'entreprise. On peut faire une segmentation de ça. C'est-à-dire que les clients, c'est ceux qui sont actuellement en train d'acheter les produits de l'entreprise. Comment on pourrait segmenter ça? On va utiliser ici, je vais vous parler de deux méthodes de segmentation des clients de l'entreprise. Il y a une première méthode de segmentation de ceux qui achètent actuellement vos produits pour que vous puissiez mettre en place des actions marketing appropriées à chaque client. On parlera maintenant de marketing de plus en plus individualisé. C'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la segmentation qui se fait en fonction de la loi de Pareto, ce qu'on appelle la loi des 20-80, c'est la segmentation 20-80. Alors, comment cela s'effectue? Déjà, cette loi stipule quoi? Que dans votre portefeuille de clients que vous avez, on vous dit que 20% de vos clients réalisent 80% de votre chiffre d'affaires. Et le deuxième groupe de clients, il représente 80% de vos clients, mais il réalise 20% de votre chiffre d'affaires. Donc vous avez deux groupes de segments. Le premier groupe, 20% des clients en termes d'effectifs, mais réalise 80% de votre chiffre d'affaires. Et vous avez un deuxième groupe qui représente 80%. Ils sont nombreux, mais du point de vue du chiffre d'affaires, leur poids n'est pas tellement élevé. Donc ils font 20% de votre chiffre d'affaires. Alors, vous conviendrez avec moi que un groupe de personnes qui vous apporte 80% de votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas avoir le même traitement qu'un groupe qui vous apporte que 20% de votre chiffre d'affaires. Parce que si vous perdez ces 20%, ça veut dire que cela revient à perdre 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut essayer de voir comment est-ce que je vais faire pour ce groupe-là et l'autre groupe aussi, qu'est-ce que je dois faire. Alors, pour déterminer maintenant ce groupe, il y a un calcul qui est derrière. Ici, on ne pourrait pas faire ça, mais je vais quand même expliquer la démarche, comment ça s'effectue. Vous avez votre portefeuille de clients, ça veut dire que vous devez avoir aussi un fichier client où sont répertoriées toutes les informations relatives aux opérations effectuées par vos clients. Alors, et à partir de ce portefeuille de clients, de ce fichier client, vous avez les catégories de clients que vous avez et les achats effectués par chaque catégorie de clients. Alors vous avez aussi leur effectif. Par exemple, si on prend une entreprise par exemple qui vendrait par exemple du matériel informatique, cette entreprise pourrait avoir comme client des écoles, elle pourrait avoir comme client par exemple des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, également l'État comme client. Donc à partir de là, chaque catégorie on a un effectif et il y a un chiffre d'affaires réalisé par ces catégories. Alors on vous dit que la première chose à faire pour effectuer ce classement, c'est fait quoi? C'est que vous allez classer vos clients par ordre décroissant du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous regardez parmi ces clients que vous avez, quelle est la catégorie qui réalise le chiffre d'affaires le plus élevé. Vous la classez en haut, ainsi de suite. Donc c'est du plus grand au plus petit. On fait un classement décroissant en fonction du chiffre d'affaires. L'effectif doit suivre le chiffre d'affaires parce qu'on peut avoir des effectifs différents, mais il faut déplacer toute la ligne. Et après là, on calcule ce qu'on appelle les fréquences. Donc on calcule les fréquences une fois que vous faites votre calcul. Maintenant, on fait ce qu'on appelle le cumul croissant, aussi bien de l'effectif que du chiffre d'affaires. Et à partir de là, si vous faites par exemple le cumul croissant de l'effectif, supposons qu'on a 1 jusqu'à 10, donc si je fais le premier 1 sur 10, ça va me faire 10%, ainsi de suite. Donc quand je fais le cumul croissant, je prends le 10, j'amène, ensuite j'additionne à 10, ça me fait 20%. Donc la première partie, le premier groupe apparaît là-bas. Et je vais regarder en fonction du chiffre d'affaires aussi, je calcule le pourcentage là-bas et je regarde est-ce que ça va me donner les 80%. C'est ainsi de suite comme ça que cela se fait. Donc du coup là c'est un peu, on n'a pas la possibilité de donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Mais
ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun des groupes de clients. Le premier groupe, il représente, comme on l'a dit tout à l'heure, 20% de l'effectif, mais réalise 80% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Si on les perd, on perd 80% du chiffre d'affaires. Donc, on doit les fidéliser, c'est-à-dire on doit tout faire pour les conserver. On ne doit pas les perdre. Cette catégorie-là, si on les perd, on perd 80% de notre chiffre d'affaires. Alors, comment faire maintenant pour fidéliser un client? Là, c'est la question qui se pose. Comment on doit faire pour fidéliser un client? Alors, déjà pour qu'il y ait une fidélisation du client, que ce soit dans, par exemple, nos relations avec nos amis, par exemple, nos partenaires et autres, pour qu'il y ait une fidélisation, la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait la satisfaction. Un client qui n'est pas satisfait ne peut pas être fidélisé, ce n'est pas possible. C'est la première condition. Donc, on essaye de tout faire pour que le client soit satisfait des relations qui existent entre l'entreprise et ses clients. Et c'est après cette satisfaction du client qu'on a ce qu'on appelle la confiance du client. C'est comme quelqu'un qui est en relation avec sa copine ou sa femme. Si cette personne n'est pas satisfaite de la relation, vous pensez qu'elle vous fera confiance? Non, c'est la même chose en entreprise aussi, entre l'entreprise et ses clients. Si une entreprise, vous fabriquez des produits et que là, par exemple, vous dites, si vous utilisez ce produit, vous allez avoir un teint clair, ainsi de suite, et que lui, il achète, il n'a pas un teint clair, mais il a un teint peut-être de léopard, où il y a des parties noires, il y a des parties qui sont d'autres couleurs, donc du coup, c'est sûr qu'il va pas, cette personne ne va pas être satisfaite. Et donc, comment voulez-vous, comment pouvez-vous, fidéliser cette personne-là? C'est pas possible. Donc, la première condition pour que quelqu'un soit fidèle, c'est quoi? C'est la satisfaction. Et à travers cette satisfaction, maintenant, l'individu va avoir la confiance, c'est-à-dire la confiance en l'entreprise, la confiance au produit de l'entreprise. Et une fois qu'il a la satisfaction et qu'il a la confiance au produit de l'entreprise, c'est l'engagement vient du client pour dire à partir de maintenant, moi, je n'utilise que ce produit parce que je suis satisfait. Aucune entreprise ne peut contraindre un client à être fidèle. C'est l'entreprise met en place les conditions qui font que le client va prendre la décision et l'engagement d'être fidèle à tel ou tel produit de l'entreprise. Vous voyez des personnes qui vous disent, vous leur vendez par exemple une marque de parfum ou bien de savon, ils vous disent non, moi je n'utilise pas ça, je n'utilise que telle ou telle marque. Parce que ces personnes ont peut-être eu la satisfaction dans l'utilisation de ce produit. Ces personnes, par exemple, ont confiance en ce produit et prennent l'engagement de dire que moi, je n'utilise que ce produit-là. Donc, l'entreprise va seulement essayer de mettre en place les conditions qui feront que le client va être fidèle. Donc, il y a la satisfaction du client, il y a la confiance du client et enfin le client il prend l'engagement d'être fidèle ou non à une marque. Donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait de l'utilisation du produit, c'est sûr que par exemple, vous n'allez pas avoir confiance au produit et forcément vous allez changer et essayer d'obtenir d'autres produits qui permettront de satisfaire vos besoins. Et à partir de là, il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre. Par exemple, si vous pouvez donner des cartes de fidélité à vos clients, à ces personnes-là, pour leur montrer qu'il y a une différence avec les autres clients. Et donc, du coup, il y a autant d'actions qu'on peut faire pour fidéliser les clients. Ensuite, le deuxième groupe maintenant, qui ne sont pas tellement nombreux, qui font 80% de la clientèle, mais ne réalisent que 20% du chiffre d'affaires. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut les négliger parce qu'ils n'achètent pas beaucoup? Non, ce n'est pas une raison de les négliger parce qu'il ne faut pas oublier que un client peut être petit aujourd'hui en fonction du chiffre d'affaires qu'il génère pour vous, mais demain, ce client peut changer de statut. Donc, du coup, ce n'est pas une raison de les négliger. Maintenant, ce que l'entreprise peut faire, c'est essayer de les inciter à effectuer des achats en faisant des promotions, ainsi de suite, en faisant aussi, par exemple, des réductions commerciales, en faisant des visites, ainsi de suite, pour les inciter à faire d'autres achats. Mais l'entreprise pourrait également faire quoi? Elle pourrait aussi aller à la prospection d'autres clients pour augmenter son portefeuille de clients. Donc, si vous avez des clients qui achètent vos produits, on pourrait, par exemple, faire une segmentation, comme je l'ai dit par Pareto. Vous utilisez un premier groupe et un deuxième groupe, et là, maintenant, vous faites vos actions pour chacun de vos groupes. Ça vous permet de mettre en place un marketing adapté à chaque groupe. Alors,
une autre méthode aussi de segmentation qui pourrait être utilisée toujours des clients de l'entreprise, ceux qui achètent les produits à travers le fichier client de l'entreprise, c'est la segmentation RFM, d'accord, RFM, ou bien la segmentation qui se fait par le scoring, c'est-à-dire c'est un système de points qu'on attribue à chaque client en fonction des 3 critères qui sont retenus. Le R, c'est la récence, c'est-à-dire la dernière fois que l'individu a effectué un achat. La fréquence, c'est le nombre de fois que l'individu a effectué un achat durant une période donnée. Et enfin, le montant, et le M, c'est le montant que l'individu va consacrer à l'achat également durant une période. Alors, les périodes dépendent de l'entreprise. Elle peut dire sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois ou bien durant l'année. C'est à l'entreprise de voir comment faire pour établir ces critères-là. Alors, comment se fait? C'est un système de pointage maintenant. On définit les critères. On dit, si par exemple votre dernier achat date est dans telle période, on vous donne tel nombre de points. Et à partir, si vous avez le dernier achat que vous avez effectué est dans tel type, on vous donne le point et ainsi de suite. On vous donne un point aussi pour le montant. Et à partir de là, on additionne les points que vous avez. Il y a maintenant des récompenses que l'on pourrait vous attribuer en fonction du nombre de points que vous avez. Alors, si vous regardez le système Sargal de Orange qu'ils effectuent, c'est quoi? C'est pour chaque 100 francs que vous payez, vous avez 1 point. Donc, plus vous payez, plus vous avez de points. Plus donc vous avez de points, plus vous pouvez bénéficier d'offres. Alors, on va voir que quelqu'un qui a 50 points ne bénéficie pas des mêmes offres que quelqu'un qui a 100 points ou bien quelqu'un qui a 200 points. Donc, c'est un système qui s'effectue comme ça, en fonction du montant que vous consacrez à l'achat, de la récompense et aussi de la fréquence d'achat. C'est ce qu'on appelle la segmentation RFM. Donc, c'est une possibilité aussi de pouvoir faire un marketing de plus en plus individualisé, et ça permet aussi, par exemple, la récence. On regarde le critère de la récence et que vous regardez un client. Par exemple, vous rendez compte que dans votre fichier, ce client est resté très longtemps et sans venir faire un achat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? À travers le fichier client, vous avez par exemple les contacts du client. Vous pouvez passer l'appel pour dire « Ah, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, ainsi de suite ». Vous allez demander pourquoi. Les banques le font. Vous avez un compte dans une banque et vous restez longtemps sans qu'il y ait de mouvement dans votre compte. Par exemple, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de versement, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas tout ça. Donc, un jour, vous pouvez recevoir l'appel de la banque vous disant que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. C'est parce que ils ont ce fichier client qui leur permet de savoir que vous n'êtes pas venu depuis très longtemps. Et donc, on pourrait relancer ces clients-là pour voir ce qui ne va pas. Donc, c'est un peu aussi l'utilité de cette méthode aussi. Alors, pour la segmentation, je crois que c'est ce qu'on avait à dire, l'essentiel. En tout cas, on ne pourrait pas dire tout. Donc, on a ces éléments-là qu'on a développés depuis tout à l'heure. On a parlé de en quoi consiste la segmentation, quelles sont les variables utilisées pour faire une segmentation, quelles sont les caractéristiques d'une bonne segmentation et comment aussi on pourrait faire une segmentation de notre clientèle, en utilisant la méthode Pareto ou bien en utilisant la méthode du scoring. Alors, dans notre thème, on a dit que c'est segmentation, ciblage et positionnement. Alors, une fois qu'on a segmenté le marché et qu'on a identifié les groupes de clients, on doit maintenant, l'entreprise doit faire quoi? Elle doit porter son choix sur un ou plusieurs segments et ensuite essayer de mettre une offre qui correspond aux besoins de chaque client. Alors, si on détermine, je vais revenir sur ce que j'avais fait ici. Alors, si vous voyez ici, on a ce marché qui est segmenté, d'accord? C'est segmenté. Il y a un segment M, il y a un segment B et il y a un segment S. Alors, ce que l'entreprise pourrait faire dans le ciblage consiste à porter son choix sur un ou plusieurs segments. Alors, ce que l'entreprise pourrait faire à ce niveau, par exemple, première stratégie de ciblage, ce qu'on appelle la stratégie de marketing indifférencié. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'entreprise ne fait plus de distinction entre les différences qui existent entre les segments qui sont dans ce marché-là. C'est-à-dire, je ne fais plus la distinction entre M, B et S. Je considère tout ça comme étant les mêmes besoins, donc je fais disparaître cela. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir
un groupe homogène dans le marché que je vais considérer, voilà, je l'ai retrouvé. Donc ici, je fais disparaître ces différences et j'ai ça. Donc je considère que dans le marché, tous les individus, je ne fais pas de différence entre eux, j'ai fait une offre qui est adaptée. Donc c'est un produit qui va être utilisé pour tous les clients du marché. Il peut être utilisé par tous les clients du marché. Donc il n'y a aucune distinction entre les différents segments du marché, ce qu'on appelle la stratégie de marketing indifférenciée. Et à partir de là, lorsque vous allez faire une communication pour ces types de produits, il faudra veiller à ce que toutes les couches par exemple du marché puissent s'y retrouver à l'intérieur de votre offre. Sinon, ça peut. Et l'avantage de cette stratégie, c'est que vous avez la possibilité de toucher un large public, c'est-à-dire une clientèle qui est beaucoup plus intéressante. Mais l'inconvénient majeur aussi, c'est que vous ne cernez pas avec exactitude les besoins des personnes. Parce que n'oubliez pas au début ce qu'on a dit, les individus sont dans le marché ayant des besoins, des goûts et des motivations qui sont différents. Donc forcément, vous ne pourriez pas satisfaire tout le monde. Alors si vous avez un concurrent, par exemple, qui, contrairement à vous, ne se focalise pas sur tout le marché, mais choisit un segment bien spécifique ou bien des segments spécifiques, donc vous risquez de perdre cette partie de ces segments-là parce que les autres pourront mieux répondre à leurs besoins. Alors ça, c'est la première stratégie, c'est-à-dire on ne fait aucune différence entre les différents segments et on fait une offre qui est adaptée à leurs besoins. Alors, l'autre stratégie qui consiste aussi à faire quoi? Au lieu de prendre maintenant le marché dans sa globalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend un seul groupe du marché. Ici, j'ai pris quoi? On avait tout à l'heure M, B et S. Cette fois-ci, je prends uniquement les M. Ça veut dire que je vais concentrer mon effort sur le segment des M. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie de marketing concentré. Donc, c'est une concentration. L'entreprise va choisir un seul segment et mettre tous ses efforts pour la satisfaction des besoins de ce segment. L'avantage aussi pour cette stratégie, c'est quoi? C'est que l'entreprise pourra mieux connaître les besoins des clients et apporter des offres qui correspondent au mieux à leurs besoins. Mais l'inconvénient majeur, c'est quoi? C'est que si jamais dans ce segment-là, ça ne marche pas, c'est toute la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qui est vouée à l'échec parce qu'on risque de ne pas avoir ce qu'on appelle des activités de soutien qui pourront vous aider en cas de crise dans ce segment-là. Vous n'allez pas avoir ça, donc ça va être compliqué. Donc, vous avez une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de votre segment et donc vous pouvez faire une offre qui est bien adaptée à cela. Dernière stratégie dans le ciblage, c'est-à-dire c'est quoi? Je peux maintenant choisir, j'avais là-bas trois segments M, B et S. Ici, je peux décider de choisir, porter mon choix sur M et B. Donc, j'ai choisi deux segments. On peut choisir deux ou plusieurs segments. C'est ce qu'on appelle la stratégie de marketing différencié. Donc, pour chaque segment maintenant, je fais quoi? Une offre qui est adaptée à leurs besoins. Alors, si on prend, par exemple, la société de télécommunication, par exemple, Orange, qui fait une segmentation, par exemple, de sa clientèle. Vous avez, par exemple, les clients School, vous avez les clients Diamono Classique et vous avez les clients, par exemple, Diamono Doroa, je pense que ça existe toujours. Alors, pour chaque segment, il y a une offre qui est bien adaptée à leurs besoins. Vous allez voir que les offres ne sont pas les mêmes. Le coût des appels, ce n'est pas la même chose. Le coût du SMS, ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a ces segments et on fait une offre qui est adaptée à chaque segment. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie de marketing différenciée. Donc, pour ce qui est du ciblage, retenez qu'il y a trois façons de porter son choix sur un marché. Premier choix, c'est quoi? Je ne fais pas de différence entre les groupes qui sont dans le marché et j'essaie de concevoir un produit qui va satisfaire tout le monde, pas de souci. Ensuite, deuxième, parmi les groupes de segments que j'avais mis en évidence dans la segmentation, je décide de concentrer tous mes efforts, toutes mes énergies sur un seul groupe que je vais essayer de satisfaire. Et enfin, dans la troisième stratégie, elle consiste maintenant à choisir deux ou plusieurs groupes et essayer maintenant de faire une offre adaptée aux besoins de chaque groupe. Si je prends l'exemple de mon établissement qui est le CFPC, par exemple, nous avons une formation pour différentes filières. On a par exemple commerce international, on a
comptabilité, secrétariat bureautique, ainsi que transport logistique. Donc, on ne pourrait pas regrouper tous ces étudiants dans une même salle pour leur dispenser des cours. Ils n'ont pas les mêmes besoins de formation. Donc, du coup, chaque spécialité a une offre de formation qui est adaptée à ses besoins. Donc, c'est un peu ça la stratégie de marketing différenciée. Donc, voici ici les 3 stratégies de ciblage qu'on pourrait faire. Alors, vous segmentez votre marché, vous mettez en évidence les groupes de consommateurs, vous portez votre choix sur le ou les segments que vous voulez satisfaire. Il faut maintenant faire de telle sorte que l'offre que vous allez faire à ces segments puisse occuper une place dans leur esprit. Et c'est ce qui va nous amener à notre dernier point de notre thème, c'est-à-dire le positionnement. Alors, le positionnement, c'est quoi? C'est la façon dont l'entreprise ou bien l'organisation, je préfère dire l'organisation parce que aujourd'hui le marketing n'est pas une affaire des seules entreprises individuelles. Le marketing, le champ d'application du marketing aujourd'hui est devenu beaucoup plus large. Les partis politiques font du marketing, les associations font du marketing, les organisations non gouvernementales et sur les États, les gouvernements aujourd'hui font du marketing. Donc le positionnement consiste pour l'organisation à concevoir une offre et de faire de telle sorte que cette offre puisse occuper une place dans l'esprit du consommateur. Alors, comment l'entreprise va s'y prendre maintenant? C'est que, première chose à faire d'abord, c'est de mettre en place son positionnement, c'est-à-dire ce que vous voulez que votre offre occupe dans l'esprit du consommateur, c'est-à-dire comment vous voulez que les clients vous voient quand on parle de telle ou telle organisation ou de tel ou tel produit, qu'est-ce que vous voulez que les clients pensent de votre produit, de comment est-ce que vous voulez qu'ils vous voient. Alors, à ce niveau aussi, il y a ce qu'on appelle le positionnement voulu et il y a ce qu'on appelle le positionnement perçu. Le positionnement voulu, c'est comment je voudrais être vu. Et le positionnement perçu, c'est comment les autres me voient. Il peut y avoir un décalage entre les deux, entre comment vous voulez être vu et comment les autres vous voient. Si par exemple vous vous dites que moi je voudrais qu'on me voie comme quelqu'un, je dis que je veux qu'on me voie comme quelqu'un qui est par exemple, qui dit la vérité. Et quand à l'inverse, les autres me voient comme étant un menteur, ça veut dire que le positionnement, c'est pas bon. Parce qu'il y a un décalage entre ce que moi je veux et comment les autres me voient. Donc du coup, si cela arrive, ça veut dire que le positionnement de l'entreprise n'est pas bon. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre le positionnement voulu par l'entreprise et le positionnement perçu par les consommateurs. Et cela peut se faire sur plusieurs aspects maintenant, c'est-à-dire ce positionnement de l'entreprise pourrait se faire sur plusieurs aspects, à travers la différenciation. Cette différenciation peut se faire sur le produit, c'est-à-dire votre produit, vous pouvez le concevoir de telle sorte qu'il se démarque de celui des concurrents et qu'il soit beaucoup plus compétitif. Là, si votre produit est de meilleure qualité que celui des concurrents, c'est déjà un positionnement que les consommateurs auront dans l'esprit. C'est-à-dire la différence qui existe entre votre produit et le produit des consommateurs. Première chose. Vous pouvez faire également la différenciation à travers le personnel. Surtout, par exemple, pour ceux qui sont dans les services, le personnel de contact. Parce que les entreprises qui sont dans la production et la vente, en général, les clients ne sont pas en contact avec ceux qui produisent directement, avec l'entreprise. Parce qu'il y a des intermédiaires qui sont là-bas, donc on n'est pas en contact direct avec eux. Mais pour les entreprises qui sont dans la production de services comme les banques, où il y a ce qu'on appelle le personnel de contact, donc vous devriez avoir une différenciation à travers le personnel. Parce que si, par exemple, vous allez dans une banque et que le personnel est beaucoup plus accueillant, ils vous parlent, ils sont à l'écoute, et que dans une autre, par exemple, tel n'est pas le cas, donc il y aura une différence à ce niveau-là. Donc, faire une différenciation du point de vue du personnel, ce serait une bonne chose pour l'entreprise pour avoir un bon positionnement dans l'esprit du consommateur. On pourrait avoir aussi une différenciation, par exemple, au niveau du service après-vente. C'est aussi quelque chose, si vous êtes dans la distribution, ce que vous faites, c'est-à-dire les services que vous associez après la vente de vos produits, pourraient faire une différenciation entre vous et vos concurrents. Et un autre point aussi, c'est la différenciation à travers l'image que vous allez projeter, c'est-à-dire l'image que vous voulez que les autres voient en vous. Donc voilà un peu ce qu'on
je peux faire la présentation que je peux faire sur la segmentation, le ciblage et le positionnement. Et je peux déjà vous dire que ce live, ce n'est pas un cours qui est complet. Forcément, il y aura des choses peut-être que l'on aura omis peut-être pas par volonté, mais qu'on n'a pas pu vous présenter. Mais l'essentiel est que vous puissiez comprendre que si vous voulez vous attaquer à un marché, il ne faut pas venir seulement se mettre dans le marché et concevoir une offre pour dire maintenant à qui je vais vendre mon offre. Non. Le mieux, c'est quoi? C'est que vous fassiez une réflexion en faisant une segmentation de votre marché, en mettant en évidence les groupes de consommateurs que vous voulez satisfaire. Et à partir de là maintenant, vous portez votre choix sur un groupe. Ce n'est pas une obligation de vouloir s'attaquer à tout un marché à la fois ou bien à tous les segments. Si vous n'avez pas les moyens, on peut faire petit à petit. Donc vous choisissez un segment, vous attaquez à ce segment et au fur et à mesure maintenant, vous pourrez développer votre activité. Et aussi, il faut forcément que vous mettez en place par exemple un positionnement qui va vous permettre de vérifier, parce que le positionnement peut être vérifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers une enquête qu'on peut faire pour voir maintenant ce que vous voulez et ce que les autres pensent de vous. Donc, vous pouvez mesurer la perception des consommateurs sur vos offres ou bien votre entreprise, ainsi de suite, pour voir ce que vous voulez et ce qu'ils pensent de vous. Donc, à peu près, voilà ce que je peux dire pour ne pas être trop long, parce que les gens aussi ont d'autres activités. Donc, voilà, je vous dis merci. Et vraiment, je suis très content que voilà, les amis sont là, beaucoup de personnes. Ousmane, je vois que tu es là, il y a d'autres personnes. Merci, merci à tout le monde. Et je remercie M. Lai Bambasek pour cette invitation. Et bonne chance à la page Marketing TV Monde. Au revoir.